Installez-vous confortablement. Prenez une respiration lente, profonde, et laissez derrière vous le tumulte du jour. Ce soir, je vous invite à pénétrer dans un univers où l'ombre et la lumière se confondent, où le silence dissimule parfois des vérités troublantes. Si ce voyage vous intrigue déjà, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune exploration future. Dans cet épisode, nous suivrons un fil conducteur précis, celui d'un chercheur contemporain qui, animé par le doute plutôt que par la peur, décide d'examiner les sociétés secrètes sans céder ni au sensationnalisme ni au déni. Sont-elles réellement des forces agissant dans l'ombre, capables d'influencer les décisions politiques et économiques du monde moderne? Ou bien représentent-elles avant tout des récits construits au fil des siècles, amplifiés par l'imaginaire collectif et les périodes d'incertitude? Nous commencerons par les confréries antiques, lorsque le secret était synonyme de sacré. Nous traverserons ensuite le Moyen-Âge avec les Templiers, dont la chute spectaculaire a nourri des siècles de spéculation. Puis viendra la franc-maçonnerie, souvent citée mais rarement comprise dans sa structure réelle. Nous analyserons la naissance des Illuminati de Bavière, leur dissolution rapide et la façon dont leur nom est devenu un symbole universel du pouvoir caché. Le voyage nous mènera vers les sociétés ésotériques du XIXe siècle, vers les cercles universitaires élitistes comme Skull and Bones, puis vers des cas plus controversés comme le prieuré de Sion, où l'histoire et la supercherie se sont entremêlées. Nous examinerons comment le XXe siècle, marqué par les guerres mondiales et la guerre froide, a transformé le secret en moteur de soupçons globaux. Nous aborderons aussi la différence essentielle entre société secrète et secret d'État, le rôle des services de renseignement et la manière dont Internet a décuplé la propagation des théories. Nous nous interrogerons sur la psychologie de la peur collective, sur le besoin humain d'attribuer les crises à des forces invisibles. Enfin, nous verrons comment la culture populaire a façonné notre perception du pouvoir caché. Mais au fond, une question demeure, et elle vous concerne directement. Pensez-vous que les grandes décisions qui orientent notre monde sont réellement influencées par des réseaux discrets agissant dans l'ombre, ou sommes-nous face à un miroir de nos propres incertitudes? Je serais très curieux de lire votre réflexion en commentaire. Aux origines du secret, confréries antiques et premiers cercles initiatiques. Lorsque notre chercheur commence son enquête, il ne se tourne pas immédiatement vers les théories modernes. Il remonte bien plus loin. Car pour comprendre les sociétés secrètes contemporaines, il faut d'abord comprendre le sens originel du secret. Dans l'Antiquité, le secret n'était pas synonyme de manipulation politique. Il était sacré. En Grèce antique, les mystères d'Éleusis comptaient parmi les rituels religieux les plus respectés du monde hellénique. Ils étaient consacrés à Déméter et Perséphone. Chaque année, des milliers d'initiés se rendaient à Éleusis pour participer à des cérémonies dont le contenu exact reste encore aujourd'hui inconnu. Ce silence n'était pas un outil de domination. Il était une frontière entre le profane et le divin. Révéler les rites pouvait entraîner la peine de mort. Notre chercheur découvre que ces mystères existaient déjà plusieurs siècles avant notre ère et qu'ils ont perduré pendant près de 2 millénaires, jusqu'à leur interdiction à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ sous l'empereur Théodose Ier. Cette longévité témoigne d'une chose essentielle. Le secret, dans ce contexte, renforçait la cohésion sociale et spirituelle. Les participants ne cherchaient pas à gouverner les cités, ils cherchaient une transformation intérieure. À Rome, d'autres cultes à mystère émergent. Le culte de Mitra, notamment, attire de nombreux soldats. Les initiations se déroulent dans des mitraea souterrains, souvent décorés de scènes représentant le dieu sacrifiant un taureau. Les membres progressaient à travers plusieurs degrés initiatiques. Là encore, le secret était structurant. Il créait un sentiment d'appartenance. Notre chercheur note un élément récurrent. Dans ces premières sociétés fermées, le secret protège une expérience partagée. Il ne vise pas à contrôler l'État. Pourtant, une inquiétude apparaît déjà. Lorsque les autorités romaines perçoivent une organisation trop autonome, la suspicion naît. Les bacchanales, cérémonies dédiées à Dionysos, furent sévèrement réprimées au IIe siècle avant notre ère, après que le Sénat romain estima qu'elles représentaient une menace pour l'ordre public.
C'est ici que se dessine la première tension historique. Le secret fascine, mais il inquiète. Au-delà du monde gréco-romain, d'autres formes de fraternités initiatiques existent. En Égypte antique, les prêtres des temples détenaient des connaissances religieuses et astronomiques réservées à un cercle restreint. En Mésopotamie, certains savoirs liés aux rites divinatoires étaient transmis à l'intérieur de lignées spécifiques. Notre chercheur comprend alors que le secret est d'abord un outil de transmission contrôlée du savoir. Dans des sociétés où l'écriture elle-même est réservée à une élite, protéger l'information signifie préserver le pouvoir symbolique. Mais ce pouvoir reste religieux, rituel, cosmologique. La question qui commence à obséder notre enquêteur est la suivante. À quel moment le secret cesse-t-il d'être spirituel pour devenir politique? Il observe qu'à mesure que les États se structurent, que les empires s'étendent et que les tensions sociales augmentent, toute organisation autonome devient potentiellement suspecte. La frontière entre communauté initiatique et menace perçue dépend moins de sa nature réelle que du regard que le pouvoir porte sur elle. Dans l'Antiquité tardive, lorsque le christianisme devient religion dominante dans l'Empire romain, les cultes païens sont progressivement interdits. Les cérémonies secrètes, autrefois tolérées, deviennent illégales. Ce basculement marque une transformation décisive. Le secret n'est plus seulement sacré, il devient subversif aux yeux du pouvoir central. Notre chercheur médite longuement sur ce point. Le secret n'a pas changé. C'est le contexte politique qui l'a transformé. Et déjà, un motif se dessine, un fil rouge qui traversera toute notre exploration. Ce ne sont pas seulement les sociétés secrètes qui créent la peur. C'est la peur du pouvoir face à ce qu'il ne contrôle pas. En refermant ses premiers dossiers, notre enquêteur comprend que les sociétés secrètes modernes ne sont pas une invention récente. Elles s'inscrivent dans une tradition ancienne, où le secret peut être tour à tour sacré, protecteur, initiatique ou perçu comme menaçant. Mais à ce stade de l'histoire, rien ne prouve encore l'existence d'un réseau mondial agissant dans l'ombre. Nous sommes face à des communautés fermées, structurées, symboliques. Alors une nouvelle interrogation surgit. Lorsque le secret quitte le temple pour entrer dans les affaires du monde, que se passe-t-il? C'est vers le Moyen-Âge que notre chercheur doit maintenant se tourner. Nous aborderons aussi la différence essentielle entre société secrète et secret d'État, le rôle des services de renseignement et la manière dont Internet a décuplé la propagation des théories. Nous nous interrogerons sur la psychologie de la peur collective, sur le besoin humain d'attribuer les crises à des forces invisibles. Enfin, nous verrons comment la culture populaire a façonné notre perception du pouvoir caché. Mais au fond, une question demeure, et elle vous concerne directement. Pensez-vous que les grandes décisions qui orientent notre monde sont réellement influencées par des réseaux discrets agissant dans l'ombre, ou sommes-nous face à un miroir de nos propres incertitudes? Je serais très curieux de lire votre réflexion en commentaire. Les Templiers, entre ordre religieux et naissance du mythe. Lorsque notre chercheur ouvre le dossier des Templiers, il sait qu'il entre dans un territoire où l'histoire et l'imaginaire s'entrelacent dangereusement. Peu d'organisations ont suscité autant de récits contradictoires. Pourtant, derrière les légendes de trésors cachés et de savoirs occultes, il existe une réalité documentée. L'ordre du Temple est fondé au début du XIIe siècle, après la prise de Jérusalem par les croisés. Son objectif initial est clair: protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. L'ordre reçoit une reconnaissance officielle lors du Concile de Troyes au cours des années 20 du XIIe siècle. Rapidement, il bénéficie du soutien de figures influentes, notamment de Bernard de Clairvaux, dont l'appui théologique consolide sa légitimité. Notre chercheur constate que les Templiers ne sont pas une société secrète au sens moderne. Ils sont un ordre religieux militaire, soumis à une règle précise, organisé hiérarchiquement et placé directement sous l'autorité du pape. Ils portent un habit distinctif, possèdent des terres, gèrent des commanderies à travers l'Europe. Rien n'est clandestin. Mais un élément attire l'attention: leur autonomie financière. Au fil des décennies, les Templiers développent un système économique sophistiqué. Ils administrent des domaines agricoles, perçoivent des dons, organisent des transferts de fonds entre l'Orient et l'Occident.
Certains historiens considèrent qu'ils ont posé les bases d'un système bancaire primitif, permettant à des pèlerins de déposer de l'argent en Europe et de le récupérer en Terre Sainte grâce à des lettres de crédit. Cette puissance économique suscite admiration et dépendance, puis méfiance. Notre chercheur s'arrête longuement sur la figure de Philippe le Bel, roi de France au début du XIVe siècle. Endetté, engagé dans des conflits coûteux, il voit dans l'ordre du Temple une entité riche, autonome et difficile à contrôler. En octobre de l'année 1307, les arrestations commencent. Les accusations sont graves: hérésie, idolâtrie, pratiques obscènes. Les archives montrent que les aveux furent souvent obtenus sous la torture. Le pape Clément V, initialement hésitant, finit par dissoudre l'ordre quelques années plus tard. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, est exécuté à Paris au cours de l'année 1314. À ce stade, notre chercheur note une rupture décisive. Pour la première fois, une organisation structurée, puissante et relativement autonome est détruite non pas par un ennemi extérieur, mais par un pouvoir politique central inquiet de son influence. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car c'est précisément après leur disparition que les mythes naissent. Au fil des siècles suivants, des récits émergent: trésors cachés, survivance clandestine, transmission d'un savoir secret. Certains affirment que les Templiers auraient fondé d'autres sociétés discrètes en Europe. D'autres leur attribuent des connaissances ésotériques héritées d'Orient. Notre chercheur examine ces théories avec prudence. Il constate qu'aucune preuve historique solide ne confirme la survie organisée de l'ordre après sa dissolution officielle. Pourtant, l'idée persiste. Pourquoi? Parce que la brutalité de leur chute a créé un vide narratif. Lorsque le pouvoir détruit une institution respectée, l'imaginaire cherche une explication plus vaste que la simple rivalité politique. Le secret devient alors un terrain fertile pour la projection collective. Ce moment marque une étape fondamentale dans notre fil rouge. Le secret n'est plus seulement pratiqué, il est attribué. Les Templiers deviennent, dans l'imaginaire européen, les premiers grands acteurs supposés d'une influence cachée transnationale. Pourtant, les documents contemporains décrivent avant tout un ordre religieux discipliné, engagé dans les croisades, structuré par des règles strictes. Notre chercheur comprend que la perception publique peut transformer une organisation réelle en symbole universel du pouvoir occulte. Il s'interroge: si les Templiers n'étaient pas une société secrète conspiratrice, pourquoi leur image a-t-elle été récupérée par tant de mouvements ultérieurs? La réponse commence à se dessiner. Le mythe d'une fraternité cachée capable d'agir au-delà des frontières répond à une peur profonde, celle d'un pouvoir invisible qui transcende les États. En quittant les archives médiévales, notre chercheur sait que l'histoire ne s'arrête pas là, car plusieurs siècles plus tard, une autre organisation, plus discrète dans ses rituels mais mieux implantée dans la société civile, suscitera à son tour fascination et soupçon. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Structure, symbole et réalité historique. Lorsque notre chercheur aborde la franc-maçonnerie, il comprend immédiatement qu'il pénètre dans un terrain plus complexe encore que celui des Templiers. Car ici, l'organisation n'a pas disparu. Elle existe toujours. Elle possède des loges, des membres identifiés, des archives accessibles. Et pourtant, elle reste l'un des noms les plus cités dès qu'il est question d'influence cachée. Pour comprendre, il faut revenir à ses origines. Les premières formes de maçonnerie organisée apparaissent dans les corporations de bâtisseurs du Moyen Âge. Les maçons opératifs, spécialisés dans la construction de cathédrales et de bâtiments monumentaux, transmettent leur savoir-faire à l'intérieur de structures professionnelles. Les signes de reconnaissance et les mots de passe servent avant tout à garantir la qualification d'un artisan. Mais la transformation décisive survient entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Les loges commencent à accueillir des membres qui ne sont pas des bâtisseurs de métier. On parle alors de maçonnerie spéculative. Le symbolisme architectural devient métaphore morale. La pierre brute représente l'individu imparfait. La pierre taillée, l'être humain façonné par le travail intérieur. En l'année 1717, plusieurs loges londoniennes se regroupent pour former ce qui est considéré comme la première grande loge. Ce moment marque une structuration officielle.
Les constitutions rédigées quelques années plus tard définissent des principes: fraternité, tolérance religieuse, amélioration personnelle. Notre chercheur observe un point fondamental. La franc-maçonnerie n'est pas clandestine. Elle publie des textes. Elle possède des temples visibles. Elle organise des réunions régulières. Toutefois, ces rituels restent privés. Ce caractère initiatique nourrit rapidement les soupçons. Au XVIIIe siècle, la maçonnerie se diffuse à travers l'Europe et les colonies américaines. Des figures intellectuelles et politiques en font partie. Cette réalité historique a souvent été amplifiée pour suggérer une coordination secrète globale. Pourtant, les loges fonctionnent de manière largement autonome. Les obédiences diffèrent selon les pays. Les orientations philosophiques varient. Notre chercheur examine les accusations les plus fréquentes: manipulation des révolutions, contrôle des gouvernements, orchestration d'événements historiques majeurs. Il constate que si certains maçons ont joué des rôles individuels importants, aucune preuve sérieuse ne démontre l'existence d'un directoire mondial coordonnant les États. Cependant, un élément demeure troublant pour l'opinion publique: le réseau. La maçonnerie favorise les liens entre ses membres. Elle crée un espace de confiance, d'entraide, parfois d'influence informelle. Est-ce là une conspiration, ou simplement une dynamique sociale comparable à d'autres cercles professionnels? Notre chercheur note que dans plusieurs pays au XIXe siècle, les régimes autoritaires interdisent la maçonnerie. Elle est perçue comme porteuse d'idées libérales, parfois anticléricales. Cette opposition renforce son aura mystérieuse. Le paradoxe apparaît clairement. Plus une organisation est critiquée et persécutée, plus son image se charge d'un pouvoir invisible. Au XXe siècle, certains régimes totalitaires considèrent la maçonnerie comme une menace idéologique. Cette hostilité contribue à forger dans l'imaginaire collectif l'idée d'une force occulte capable de s'opposer aux pouvoirs établis. Pourtant, dans les faits, les loges restent des espaces de réflexion symbolique et de sociabilité. Notre chercheur comprend que la franc-maçonnerie occupe une position intermédiaire dans notre fil rouge. Elle n'est ni un simple mythe, ni un gouvernement secret. Elle est une organisation initiatique réelle, avec des structures vérifiables, mais dont la discrétion rituelle alimente la spéculation. Il se pose alors une question plus profonde. Pourquoi le secret initiatique, même limité à des cérémonies symboliques, provoque-t-il autant de fantasmes politiques? La réponse semble liée à la transparence moderne. Dans des sociétés qui valorisent la publicité des décisions et l'égalité formelle, toute organisation fermée suscite la suspicion. L'existence de mots de passe, de degrés, de serments crée un contraste avec l'idéal démocratique. Pourtant, l'histoire montre que les loges ont souvent été des lieux de débat philosophique plutôt que des centres de commandement clandestins. Notre chercheur referme ce dossier avec une certitude nouvelle. Le pouvoir supposé des sociétés secrètes dépend souvent moins de leur structure réelle que de la projection collective sur ce qu'elles pourraient faire. Mais une organisation, fondée au siècle des Lumières, va franchir une étape supplémentaire. Elle ne survivra que peu d'années, mais son nom deviendra un symbole mondial du complot universel. Les Illuminati de Bavière, existence brève, héritage durable. Lorsque notre chercheur se penche sur les Illuminati de Bavière, il sait qu'il entre dans le cœur battant des théories modernes. Aucun autre nom n'est devenu à ce point synonyme de pouvoir invisible. Pourtant, en examinant les archives, il découvre une réalité bien plus circonscrite. L'ordre des Illuminati est fondé en l'année 1776 en Bavière par Adam Weishaupt, professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. Son ambition initiale n'est pas mystique, elle est intellectuelle. Influencé par les idées des Lumières, Weishaupt souhaite promouvoir la raison, combattre l'influence qu'il juge excessive de l'Église et encourager une réforme morale de la société. Notre chercheur s'attarde sur la personnalité de Weishaupt. Issu d'un environnement marqué par l'éducation jésuite, il développe très tôt une méfiance envers les structures autoritaires. Son projet n'est pas de gouverner secrètement l'Europe, mais de créer un cercle d'hommes éclairés, capables d'influencer la société par l'éducation et la diffusion d'idées rationalistes.
L'organisation adopte une structure hiérarchisée avec des degrés d'initiation et des pseudonymes pour ses membres. Ce choix vise à protéger l'identité des participants dans un contexte politique où les idées réformatrices peuvent susciter la répression. Le secret est ici défensif, non impérial. Les Illuminati cherchent à infiltrer certaines loges maçonniques afin de recruter des membres déjà acquis aux principes philosophiques des Lumières. Ce point est capital. L'organisation ne crée pas un réseau mondial indépendant. Elle tente de s'appuyer sur des structures existantes. Le nombre de membres reste limité. Les estimations les plus sérieuses évoquent quelques milliers d'adhérents au maximum. L'influence réelle demeure difficile à mesurer, mais aucun document crédible ne prouve l'existence d'un contrôle direct sur les gouvernements européens. En Bavière, cependant, les autorités perçoivent l'ordre comme une menace potentielle. À partir du début des années 80 du XVIIIe siècle, une série d'édits interdit les sociétés secrètes non autorisées. Les Illuminati sont officiellement dissous. Weishaupt perd sa position académique et s'exile. Notre chercheur note un fait déterminant. L'ordre n'a existé qu'une dizaine d'années. Pourtant, son nom survivra pendant des siècles. Pourquoi? Parce que sa dissolution intervient dans un climat de tension intellectuelle. Quelques années plus tard, la Révolution française éclate. Rapidement, certains pamphlétaires affirment que les Illuminati auraient orchestré les bouleversements. Ces accusations se diffusent à travers l'Europe et l'Amérique. Notre chercheur examine ces textes. Il constate qu'ils reposent largement sur des extrapolations, des correspondances isolées, des interprétations amplifiées. L'idée d'un complot Illuminati devient un cadre explicatif pratique pour comprendre des transformations sociales radicales. Ainsi, un groupe dissous localement se transforme, dans l'imaginaire collectif, en organisation transnationale immortelle. Le fil rouge de notre enquête se renforce. Le secret réel peut disparaître, mais le mythe qu'il engendre acquiert une autonomie propre. Au XIXe siècle, le nom des Illuminati réapparaît périodiquement dans des accusations politiques. Au XXe siècle, il devient un pilier central de nombreuses théories du complot. À l'ère numérique, il est invoqué pour expliquer des décisions économiques, des crises sanitaires, des conflits internationaux. Pourtant, lorsque notre chercheur revient aux documents d'origine, il ne trouve qu'un cercle intellectuel bavarois aux ambitions philosophiques, rapidement neutralisé par le pouvoir régional. Ce contraste l'intrigue profondément. Comment une organisation éphémère peut-elle devenir le symbole universel de la manipulation globale? Il comprend que le nom lui-même joue un rôle puissant. Illuminati évoque la lumière, la connaissance cachée, l'élite éclairée. Le mot possède une force symbolique qui dépasse son contexte historique. Mais au-delà du symbole, une question demeure. Si les Illuminati historiques n'ont pas dirigé les révolutions modernes, pourquoi l'idée d'un directoire secret continue-t-elle de séduire autant d'esprits? Notre chercheur perçoit ici un basculement. Nous ne sommes plus face à une organisation active, mais face à une matrice narrative. Les Illuminati deviennent un archétype, celui du cercle invisible qui tirerait les ficelles de l'histoire. En refermant ce chapitre, il réalise que l'étude des sociétés secrètes ne peut se limiter à leur existence factuelle. Il faut aussi analyser la puissance des récits qu'elles inspirent. Car à mesure que le monde entre dans le XIXe siècle, une nouvelle vague de sociétés ésotériques émerge. Cette fois, le secret ne se présente plus seulement comme outil politique ou philosophique, mais comme quête spirituelle renouvelée au cœur de la modernité industrielle. Et c'est là que notre enquête se poursuit. Les sociétés ésotériques du XIXe siècle. Occultisme, modernité et quête de sens. À mesure que notre chercheur avance dans le temps, il constate un changement profond dans la nature des cercles fermés. Le XIXe siècle est marqué par l'industrialisation rapide, les révolutions politiques, les progrès scientifiques spectaculaires. Le monde devient plus rationnel, plus mécanisé, plus mesurable. Et paradoxalement, c'est dans ce contexte que renaît une fascination intense pour l'ésotérisme. Le secret n'est plus seulement politique. Il devient spirituel, symbolique, initiatique au cœur même de la modernité. Notre chercheur observe d'abord la montée du spiritisme dans la seconde moitié du siècle.
Des séances où l'on prétend communiquer avec les morts attirent des foules en Europe et en Amérique du Nord. Si ces pratiques ne constituent pas à proprement parler des sociétés secrètes structurées, elles témoignent d'un besoin collectif, celui de retrouver un mystère dans un monde dominé par la science. Puis apparaissent des organisations plus structurées. En Angleterre, vers la fin du siècle, un ordre ésotérique connu sous le nom de Hermetic Order of the Golden Dawn est fondé. Ses membres s'intéressent à l'alchimie, à la kabbale, à l'astrologie et aux traditions hermétiques. L'organisation possède des degrés initiatiques, des rituels codifiés, des symboles complexes. Notre chercheur examine leurs archives et constate que, contrairement aux fantasmes ultérieurs, ces cercles n'exercent aucun pouvoir politique direct. Leur influence est culturelle, intellectuelle, parfois artistique. Certains membres deviendront des figures littéraires ou intellectuelles reconnues. Le secret ici protège une expérience symbolique, non un programme géopolitique. Mais pourquoi ces sociétés émergent-elles précisément à cette époque? Notre chercheur relie ce phénomène à une transformation plus vaste. Le XIXe siècle est aussi celui de la sécularisation progressive de l'Europe. Les autorités religieuses perdent une partie de leur influence. La science explique des phénomènes autrefois attribués au divin. Ce recul du mystère institutionnel crée un vide existentiel. Les sociétés ésotériques proposent une réponse. Un cadre initiatique, une hiérarchie symbolique, un accès progressif à une connaissance réservée. Le secret devient une forme de résistance à la banalisation du monde. Toutefois, cette résurgence de l'ésotérisme alimente également les soupçons. Dans un contexte marqué par des révolutions et des bouleversements sociaux, toute organisation fermée suscite la méfiance. Des pamphlets circulent, accusant ces cercles de manipuler l'opinion ou d'influencer les décisions politiques. Notre chercheur remarque que ces accusations ne reposent pas sur des preuves tangibles. Elles traduisent plutôt une inquiétude diffuse face à la complexité croissante du monde moderne. Le fil rouge se renforce encore. Plus la société devient opaque par sa complexité économique et industrielle, plus l'idée d'un groupe restreint détenant des clés cachées paraît séduisante. Un autre élément attire l'attention de notre enquêteur. Certaines sociétés du XIXe siècle adoptent un langage universel, parlant de fraternité mondiale, d'unité spirituelle, de transformation planétaire. Ce vocabulaire, détaché de tout territoire spécifique, nourrit l'idée d'un réseau transnational. Mais dans les faits, ces organisations sont fragmentées, parfois divisées par des conflits internes, souvent limités à des cercles restreints. Notre chercheur comprend alors que le secret agit comme un amplificateur symbolique. Un groupe de quelques dizaines ou centaines de membres peut apparaître, vu de l'extérieur, comme une puissance invisible immense. Il observe également que la presse de l'époque joue un rôle central. Les journaux diffusent des récits dramatisés, parfois sensationnalistes. L'opinion publique commence à associer secret et manipulation, même lorsque les preuves manquent. À ce stade de l'enquête, une transformation subtile s'opère. Les sociétés secrètes ne sont plus seulement accusées de complots politiques. Elles deviennent des lieux supposés où se mêlent sciences interdites, savoirs anciens et influences occultes. Notre chercheur médite longuement sur ce glissement. Le secret, autrefois outil de transmission religieuse, puis protection face à la répression politique, devient dans l'imaginaire collectif une force mystérieuse capable d'orienter le destin des nations. Pourtant, aucune archive sérieuse du XIXe siècle ne démontre l'existence d'un directoire ésotérique contrôlant les États européens. Mais l'idée s'enracine, et tandis que le siècle touche à sa fin, une nouvelle forme de société fermée apparaît, moins mystique, plus pragmatique, intégrée aux institutions éducatives. Cette fois, le secret ne se cache pas dans des temples occultes, mais dans des universités prestigieuses. Notre chercheur comprend que le prochain chapitre de son enquête l'emmènera de l'Europe vers l'Amérique, au cœur des élites académiques. Car le secret peut aussi se loger derrière les murs d'un campus. Skull and Bones, élite universitaire et perception d'un réseau d'influence. Lorsque notre chercheur traverse l'Atlantique dans son enquête, il quitte les temples symboliques et les cercles ésotériques pour pénétrer dans un environnement bien plus institutionnel, l'université.
À première vue, rien ne semble plus éloigné du mystère qu'un campus académique. Pourtant, au cœur de l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, une société discrète va devenir un symbole durable d'influence supposée. Skull and Bones est fondée au cours de la première moitié du XIXe siècle à l'université Yale. L'organisation recrute chaque année un nombre très limité d'étudiants en dernière année. Les membres se réunissent dans un bâtiment spécifique, souvent appelé le tombeau. Les rituels exacts demeurent privés, protégés par un serment de confidentialité. Notre chercheur examine les archives publiques disponibles. Skull and Bones n'est pas une organisation clandestine au sens strict. Son existence est connue. Ses membres, une fois diplômés, sont identifiés. De nombreux anciens ont occupé des postes importants dans les domaines politiques, financiers ou médiatiques. C'est précisément ce point qui nourrit les soupçons. Au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle, plusieurs figures publiques majeures des États-Unis ont été membres de cette société étudiante. Cette concentration apparente d'influence alimente l'idée d'un réseau coordonné agissant en coulisses. Mais notre chercheur prend soin d'analyser les faits avec rigueur. L'université Yale elle-même attire historiquement des étudiants issus de milieux favorisés, souvent connectés à des réseaux sociaux puissants avant même leur admission. Skull and Bones recrute au sein de cette élite déjà constituée. La société ne crée pas nécessairement le pouvoir, elle sélectionne des individus qui sont déjà proches des centres de décision. Le secret des rituels renforce cependant l'impression d'opacité. Les témoignages évoquent des cérémonies théâtrales, des symboles anciens, des mises en scène inspirées de traditions initiatiques européennes. Rien toutefois ne prouve l'existence d'un programme politique collectif coordonné après la sortie de l'université. Notre chercheur observe que le fonctionnement de Skull and Bones s'apparente davantage à un club de sociabilité élitiste qu'à une organisation conspiratrice structurée à l'échelle mondiale. Les membres entretiennent des liens personnels forts, ce qui peut favoriser la confiance mutuelle dans leurs carrières respectives. Mais ce mécanisme n'est pas unique. D'autres universités prestigieuses possèdent des sociétés similaires. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, l'idée qu'un groupe restreint d'étudiants puisse accéder ensuite aux plus hautes fonctions de l'État crée une tension symbolique puissante. Le fil rouge de notre enquête prend ici une nouvelle dimension. Le secret ne concerne plus une doctrine religieuse ou une quête mystique. Il touche désormais aux structures du pouvoir moderne. Lorsque des dirigeants politiques partagent un passé commun au sein d'une organisation fermée, même étudiante, l'hypothèse d'une coordination cachée paraît plausible à certains observateurs. Notre chercheur constate cependant l'absence de preuves démontrant l'existence d'instructions communes, de stratégies concertées ou d'un agenda secret imposé aux membres. Il médite sur un élément fondamental. Dans les sociétés contemporaines, l'accès aux positions de pouvoir dépend souvent de réseaux sociaux, de recommandations et de capital relationnel. La frontière entre réseaux d'influence légitimes et conspiration organisée est mince dans la perception publique. Ce qui alimente le mythe, c'est moins l'action documentée que la possibilité imaginaire. Skull and Bones devient ainsi un symbole moderne du pouvoir discret, non parce que des preuves irréfutables attestent d'une manipulation globale, mais parce qu'il incarne l'idée que certaines décisions majeures pourraient être influencées par des cercles restreints partageant une loyauté ancienne. Notre chercheur comprend que plus nous avançons dans le temps, plus la question centrale se précise. Les sociétés secrètes ne sont pas nécessairement invisibles. Elles sont parfois parfaitement connues. Ce qui nourrit la suspicion, c'est la combinaison de trois éléments: sélection élitiste, rituel confidentiel et proximité avec le pouvoir politique. Mais une autre affaire, apparue au XXe siècle en Europe, va pousser encore plus loin la confusion entre mythe et réalité. Cette fois, il ne s'agira pas seulement d'une organisation discrète, mais d'un dossier construit de toutes pièces, capable de tromper l'opinion publique pendant des décennies. Notre chercheur ouvre alors un nouveau chapitre, où le secret ne protège pas une organisation réelle, mais une invention soigneusement élaborée. Le prieuré de Sion, fabrication d'un mythe contemporain. À ce stade de son enquête, notre chercheur croit avoir compris la mécanique générale des sociétés secrètes.
Une organisation réelle, un degré variable de discrétion, puis une amplification progressive dans l'imaginaire collectif. Mais le dossier du prieuré de Sion va bouleverser cette logique, car ici, l'ordre des choses est inversé. Le mythe précède la réalité. Dans les années 50 du XXe siècle, en France, un homme nommé Pierre Plantard dépose les statuts d'une association portant le nom de Prieuré de Sion. Officiellement, il s'agit d'un groupement modeste aux objectifs sociaux. Rien ne laisse alors présager l'ampleur du récit qui va se construire autour de ce nom. Notre chercheur examine attentivement les archives administratives. Le prieuré de Sion déclaré à cette époque n'a rien d'un ordre millénaire. Pourtant, quelques années plus tard, des documents mystérieux commencent à circuler, affirmant que cette organisation existerait depuis le Moyen Âge et aurait protégé un secret dynastique majeur. Ces textes, déposés discrètement dans des bibliothèques françaises, évoquent une lignée royale cachée et une continuité ininterrompue de grands maîtres prestigieux à travers les siècles. Les noms cités incluent des figures historiques célèbres. L'effet est spectaculaire. Le récit s'insinue dans certains cercles ésotériques, puis dans des publications à plus large diffusion. Notre chercheur suit la piste des documents. Il découvre progressivement que ces dossiers, longtemps considérés comme authentiques par certains auteurs, sont en réalité des fabrications modernes. Des enquêtes judiciaires menées à la fin du XXe siècle mettront en lumière le rôle central de Plantard dans cette construction narrative. Ce qui fascine notre chercheur n'est pas seulement la supercherie elle-même, mais son succès. Pendant plusieurs décennies, des ouvrages et des théories se développent à partir de ces faux documents. Le prieuré de Sion devient dans l'imaginaire collectif une société secrète ancestrale, gardienne d'un secret explosif, capable de remettre en question l'histoire officielle. Pour la première fois dans notre enquête, nous ne sommes pas face à une organisation réelle ayant généré un mythe. Nous sommes face à un mythe ayant généré la croyance en une organisation. Le fil rouge s'épaissit. Le secret ne protège plus une structure existante. Il devient une construction volontaire, destinée à susciter fascination et spéculation. Notre chercheur réfléchit aux raisons profondes de ce succès. Le XXe siècle est marqué par des bouleversements majeurs, guerres mondiales, tensions idéologiques, crises économiques. Dans un tel contexte, l'idée qu'une vérité cachée puisse expliquer le chaos devient séduisante. Le prieuré de Sion offre précisément cela, une clé cachée derrière l'histoire officielle. Mais l'analyse rigoureuse des archives démontre l'absence de continuité médiévale, l'inexistence de la lignée secrète revendiquée et la fabrication intentionnelle des preuves. Lorsque les aveux émergent, le mythe ne disparaît pas complètement. Il se transforme, s'adapte, se réinvente dans d'autres récits. Notre chercheur comprend alors que la force d'une société secrète supposée ne dépend pas uniquement de son existence factuelle. Elle repose sur sa capacité à incarner un mystère irrésolu. Dans ce cas précis, le mystère était fabriqué. Pourtant, son impact culturel fut réel. Des œuvres de fiction populaire s'en inspireront, renforçant encore la diffusion du récit. Le secret devient un moteur narratif mondial. Ce chapitre marque une étape essentielle dans notre réflexion globale. Les sociétés secrètes peuvent exister. Elles peuvent aussi être imaginées. Et parfois, l'imaginaire produit des conséquences plus durables que les faits. Notre chercheur ressent une inquiétude nouvelle. Si une organisation fictive peut acquérir une telle puissance symbolique, que se passe-t-il lorsque les technologies de communication modernes amplifient ce phénomène à l'échelle planétaire? Nous approchons du moment où les théories du complot, nourries par les tensions géopolitiques du XXe siècle, vont se structurer et se diffuser massivement. Et avec elles, l'idée que derrière chaque événement majeur se cache une main invisible. Les théories du complot au XXe siècle. Guerre froide, peur globale et structuration des récits. En avançant dans le XXe siècle, notre chercheur entre dans une époque où la méfiance devient presque une constante historique. 2 guerres mondiales, des régimes totalitaires, des révolutions, puis une confrontation idéologique durable entre grandes puissances transforme profondément la perception du pouvoir. Le secret n'est plus seulement symbolique ou initiatique,
il devient stratégique. Les services de renseignement se structurent, les opérations clandestines se multiplient, les alliances secrètes existent réellement dans le cadre diplomatique et militaire. Pour la première fois dans notre enquête, l'existence de secrets d'État à grande échelle est indiscutable. Cette réalité va nourrir une confusion durable entre secrets institutionnels et sociétés occultes. Notre chercheur observe que la guerre froide crée un climat d'incertitude permanente. Les citoyens apprennent que des opérations secrètes ont été menées, que des coups d'État ont parfois été soutenus discrètement, que des programmes militaires ont été développés dans la plus grande confidentialité. Cette découverte progressive érode la confiance. Dans ce contexte, l'idée qu'un groupe restreint puisse orienter le destin mondial paraît moins absurde qu'auparavant. Les théories du complot se structurent autour de figures déjà présentes dans notre enquête. Les Illuminati réapparaissent dans des pamphlets affirmant qu'ils auraient survécu et infiltré les gouvernements modernes. La franc-maçonnerie est à nouveau accusée de manipuler les institutions internationales. Skull and Bones devient un symbole de continuité élitiste transgénérationnelle. Notre chercheur examine attentivement ces affirmations. Il distingue deux niveaux. D'un côté, des réseaux d'influence réels existent dans toute société complexe. Des décideurs se connaissent, échangent, partagent des intérêts communs. De l'autre côté, l'idée d'une coordination centralisée mondiale reposant sur des ordres secrets immortels ne repose sur aucune preuve documentaire solide. Ce qui change au XXe siècle, c'est l'ampleur de la diffusion. Les médias de masse, la radio, la télévision puis l'édition populaire permettent aux récits alternatifs de circuler rapidement. Des ouvrages affirmant révéler les coulisses cachées du pouvoir rencontrent un succès important. Le secret devient un produit culturel. Notre chercheur remarque également que les périodes de crise économique amplifient ces récits. Lorsque les marchés s'effondrent, lorsque le chômage augmente, lorsque les tensions internationales s'intensifient, l'explication structurelle paraît complexe et abstraite. L'idée d'une volonté cachée simplifie la compréhension du chaos. Le fil rouge devient plus net. Plus le monde devient interconnecté et complexe, plus la tentation de l'explication centralisée augmente. Certains événements du XXe siècle, marqués par des zones d'ombre initiales ou des enquêtes prolongées, alimentent durablement la suspicion. Chaque révélation tardive concernant des opérations secrètes réelles renforce l'idée que d'autres secrets, plus vastes encore, pourraient exister. Notre chercheur s'efforce cependant de maintenir une distinction rigoureuse. Un service de renseignement agit au nom d'un État identifié, avec des objectifs stratégiques définis. Une société secrète mythique supposée gouverner le monde transcende les États et agit sans mandat officiel. Confondre ces deux réalités brouille l'analyse. Il observe aussi que certaines théories s'adaptent à chaque contexte géopolitique. Lorsque les tensions changent de continent, le centre supposé du complot change également. Ce déplacement constant suggère une plasticité narrative plutôt qu'une structure stable documentée. Mais le plus frappant pour notre chercheur est la dimension émotionnelle. La peur nucléaire, les crises pétrolières, les conflits régionaux créent un sentiment d'impuissance collective. Imaginer qu'un petit groupe contrôle les événements peut paradoxalement rassurer. Si quelqu'un contrôle, alors le chaos n'est pas total. Ce paradoxe l'interpelle profondément. Le secret, autrefois spirituel, puis politique, devient au XXe siècle un outil explicatif global. Les sociétés secrètes ne sont plus seulement des organisations identifiables, elles deviennent des cadres d'interprétation universelle. Notre chercheur comprend que pour poursuivre son enquête, il doit désormais examiner la frontière la plus délicate, celle entre influence discrète légitime et pouvoir caché fantasmé. Car si les théories peuvent exagérer, les réseaux d'influence existent bel et bien. La question n'est plus de savoir si des cercles restreints exercent une influence, mais jusqu'où cette influence s'étend réellement, et à partir de quel moment elle devient, dans l'imaginaire collectif, un gouvernement invisible. Société secrète et pouvoir politique réel. Réseau, club et influence discrète. À mesure que son enquête progresse, notre chercheur décide de s'éloigner un instant des récits spectaculaires pour examiner les structures concrètes du pouvoir moderne. Car si l'idée d'un directoire mondial occulte ne repose sur aucune preuve solide,
il serait naïf d'ignorer l'existence de réseaux d'influence bien réels. Dans les démocraties contemporaines comme dans d'autres systèmes politiques, les décisions majeures ne naissent pas dans le vide. Elles émergent de discussions, de négociations, de cercles de réflexion, parfois de clubs privés où se retrouvent dirigeants économiques et responsables politiques. Ces espaces ne sont pas toujours publics, mais ils ne sont pas non plus occultes au sens mythique du terme. Notre chercheur analyse plusieurs exemples documentés de clubs élitistes, de forums internationaux, de cercles d'affaires. Ces organisations fonctionnent comme des lieux d'échange. Les participants y discutent de stratégies économiques, de stabilité géopolitique, de coopération internationale. Les comptes rendus ne sont pas toujours publiés dans le détail, ce qui alimente la suspicion. La différence essentielle apparaît cependant clairement. Ces structures ne reposent pas sur des serments initiatiques ésotériques, ni sur une hiérarchie secrète mondiale. Elles sont identifiables, datées, situées. Leur existence est publique, même si leurs discussions restent confidentielles. Notre chercheur constate que la notion de secret varie selon le contexte. Un État peut classer certaines informations pour des raisons de sécurité nationale. Une entreprise peut protéger des données stratégiques. Un groupe de réflexion peut organiser des réunions à huis clos pour favoriser la liberté de parole. Ce secret institutionnel, bien qu'il puisse être critiqué, diffère radicalement du modèle d'une société secrète immortelle gouvernant l'histoire depuis l'ombre. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la frontière se brouille facilement. Lorsque des décisions économiques majeures sont prises après des réunions discrètes entre dirigeants, l'idée d'un complot paraît plausible à ceux qui ne disposent pas de tous les éléments d'information. La complexité du système mondial renforce ce sentiment. Notre chercheur examine également le rôle des lobbies. Ces groupes d'intérêt cherchent explicitement à influencer les politiques publiques. Leur action est réglementée dans de nombreux pays, mais elle reste souvent perçue comme opaque. Là encore, il s'agit d'influence organisée, non d'une société secrète ésotérique. Le fil rouge de notre enquête devient plus nuancé. Il ne s'agit plus de distinguer simplement mythe et réalité, mais de comprendre comment une réalité partielle peut être amplifiée jusqu'à devenir récit totalisant. Oui, des élites se rencontrent. Oui, des décisions sont préparées dans des espaces non accessibles au grand public. Oui, l'influence peut circuler à travers des réseaux personnels. Mais non, aucune preuve sérieuse ne démontre l'existence d'un centre unique coordonnant l'ensemble des gouvernements mondiaux à travers une structure secrète multiséculaire. Notre chercheur ressent cependant une tension persistante. La méfiance populaire ne naît pas uniquement de l'imagination. Elle naît aussi d'un déficit de transparence perçue. Plus les institutions paraissent éloignées des citoyens, plus l'hypothèse d'une orchestration cachée gagne en force. Il observe également que les scandales révélés au fil du temps, corruption, conflits d'intérêts, financements occultes, alimentent durablement la suspicion. Chaque révélation renforce l'idée que ce qui est visible n'est qu'une partie du tableau. La différence fondamentale demeure cependant celle-ci. Une faute politique documentée n'équivaut pas à la preuve d'une société secrète omnipotente. Notre chercheur comprend qu'il doit désormais explorer un autre domaine où le secret est non seulement réel, mais institutionnalisé, celui des services de renseignement. Car si les sociétés secrètes mythiques fascinent, les structures clandestines étatiques, elles, existent indéniablement. Et c'est précisément cette coexistence entre secret officiel et mythe occulte qui nourrit la confusion moderne. Le secret institutionnel, service de renseignement et ambiguïté de l'ombre. À ce stade de son enquête, notre chercheur comprend qu'il ne peut plus parler du secret sans aborder les services de renseignement. Contrairement aux sociétés secrètes mythifiées, ces organisations existent officiellement, disposent de budgets identifiés, de chaînes hiérarchiques précises et d'un mandat étatique défini. Pourtant, leur fonctionnement repose sur la discrétion, l'infiltration et parfois la manipulation stratégique. Le secret devient ici structurel. Au XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales puis la confrontation idéologique entre grandes puissances, les services de renseignement prennent une ampleur considérable. Les opérations clandestines, les réseaux d'agents, les communications cryptées et les actions indirectes
deviennent des instruments courants de politique internationale. Notre chercheur examine des archives déclassifiées. Il y découvre des opérations secrètes menées à l'étranger, des tentatives d'influence politique, des soutiens discrets à certains gouvernements. Ces faits sont documentés. Ils ne relèvent pas de la fiction. Mais une différence fondamentale apparaît immédiatement. Ces structures agissent au nom d'États identifiés. Elles ne constituent pas un pouvoir autonome transcendant les frontières. Elles sont soumises à des logiques nationales, parfois rivales. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la révélation progressive de ces opérations secrètes crée un effet cumulatif. Si un État a dissimulé certaines actions, pourquoi ne dissimulerait-il pas davantage? Si des manipulations ont eu lieu, pourquoi ne seraient-elles pas coordonnées à une échelle plus vaste? Le fil rouge de notre enquête se tend davantage. Le secret institutionnel nourrit indirectement la crédibilité des sociétés secrètes mythiques. Notre chercheur observe également que le vocabulaire joue un rôle essentiel. Les termes « opération clandestine »,« cellules spéciales »,« projet confidentiel » alimentent un imaginaire puissant. La frontière entre secret stratégique et conspiration occulte devient floue pour une partie du public. Il médite sur un paradoxe. Les services de renseignement sont créés précisément pour protéger les États face à des menaces extérieures. Leur efficacité dépend du secret. Pourtant, ce même secret fragilise la confiance démocratique s'il est perçu comme excessif. Dans certains cas documentés, des abus ont été révélés. Surveillance illégale, expérimentation controversée, manipulation politique. Ces scandales ont renforcé la méfiance. Ils ont prouvé que le secret pouvait masquer des dérives réelles. Mais aucune enquête sérieuse n'a démontré l'existence d'un organe unique contrôlant l'ensemble des services mondiaux dans une coordination occulte permanente. Notre chercheur comprend que l'ombre institutionnelle est une réalité complexe. Elle ne correspond ni au fantasme d'une fraternité millénaire, ni à l'image rassurante d'une transparence totale. Le secret existe. Il est parfois nécessaire. Il peut être détourné, mais il reste inscrit dans des structures politiques identifiables. Alors pourquoi l'idée d'un gouvernement invisible global continue-t-elle de prospérer? La réponse commence à émerger, parce que l'information circule désormais à une vitesse inédite. À mesure que nous approchons du tournant numérique, notre chercheur perçoit que la diffusion des récits va franchir une nouvelle étape. Les théories qui autrefois mettaient des décennies à se propager peuvent désormais atteindre des millions de personnes en quelques heures. Et dans cet environnement, la frontière entre enquête, soupçon et fiction devient plus fragile que jamais. Internet est la viralité des légendes modernes. Lorsque notre chercheur arrive à l'ère numérique, il comprend que le décor a radicalement changé. Pendant des siècles, les récits sur les sociétés secrètes se diffusaient lentement à travers des pamphlets, des livres, des conversations privées. Désormais, un message publié en ligne peut traverser les continents en quelques secondes. Internet n'a pas créé la méfiance, mais il l'a démultipliée. Les forums de discussion, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux permettent à chacun de proposer sa propre interprétation des événements mondiaux. Certaines enquêtes sérieuses y circulent, tout comme des hypothèses fragiles ou des spéculations sans fondement. Dans cet espace ouvert, la hiérarchie traditionnelle de l'information s'efface partiellement. Notre chercheur observe que la viralité repose souvent sur l'émotion. Un récit qui suggère l'existence d'un pouvoir caché déclenche peur, colère ou fascination. Ces émotions favorisent le partage. L'algorithme privilégie ce qui suscite l'engagement. Le secret devient alors un moteur de visibilité. Le fil rouge de notre enquête atteint ici un point critique. Les sociétés secrètes ne sont plus seulement des organisations historiques ou des mythes anciens. Elles deviennent des narrations modulables, adaptées en temps réel à l'actualité. Lorsqu'une crise financière éclate, certains y voient la preuve d'une coordination occulte. Lorsqu'une décision sanitaire est prise, d'autres y perçoivent l'ombre d'un réseau invisible. Chaque événement majeur peut être intégré dans une structure narrative préexistante. Notre chercheur constate également un phénomène nouveau. La création de communautés numériques fondées sur la conviction partagée
qu'une vérité cachée existe. Ces groupes échangent des preuves, analysent des symboles, interprètent des coïncidences. L'absence de confirmation officielle est souvent perçue comme une validation implicite. Plus un secret est nié, plus il paraît crédible. Internet transforme aussi la temporalité. Autrefois, une théorie pouvait s'éroder avec le temps si elle manquait de preuves. Aujourd'hui, elle peut être relancée régulièrement, enrichie de nouveaux éléments interprétés comme des confirmations. Notre chercheur remarque que la surcharge informationnelle joue un rôle central. Face à un flux constant de données contradictoires, l'esprit humain cherche des schémas simples. L'idée d'un groupe coordonnant les événements offre une structure claire dans un monde complexe. Mais il observe également l'émergence de contre-mouvements. Des journalistes d'investigation, des historiens, des chercheurs publient des analyses rigoureuses en ligne. Les outils numériques permettent aussi la vérification rapide des sources et la confrontation des affirmations. Le paysage devient ainsi double. Internet amplifie les théories, mais il offre aussi les moyens de les examiner. Notre chercheur médite sur une question essentielle. Si les sociétés secrètes modernes persistent dans l'imaginaire collectif, est-ce parce qu'elles existent réellement sous une forme cachée ou parce que l'architecture numérique favorise la construction continue de récits invisibles? Il comprend que la réponse ne peut être purement historique. Elle doit être psychologique. Car au-delà des archives, des documents et des révélations, il existe une dimension plus profonde. Le besoin humain de comprendre, d'expliquer, de donner du sens. Et c'est vers cette dimension intérieure que notre enquête doit désormais se tourner. Pure collective et besoin d'explication. La mécanique psychologique du secret. À ce point de son parcours, notre chercheur comprend que l'enquête ne peut plus se limiter aux archives, aux statuts d'association ou aux documents déclassifiés. Car même lorsque les faits sont établis, même lorsque certaines théories sont infirmées, l'idée d'un pouvoir caché persiste. Elle traverse les générations, se transforme, mais ne disparaît pas. Pourquoi? Notre chercheur se tourne vers la psychologie sociale. Les périodes d'incertitude constituent un terrain particulièrement fertile pour l'émergence de récits explicatifs globaux. Lorsque les crises économiques frappent, lorsque les conflits éclatent, lorsque des pandémies bouleversent la vie quotidienne, le sentiment de perte de contrôle s'intensifie. Or, l'esprit humain supporte difficilement le chaos pur. Face à des phénomènes complexes, marché financier mondialisé, chaîne d'approvisionnement internationale, interactions géopolitiques multiples, l'explication structurelle peut paraître abstraite, froide, impersonnelle. Elle implique des systèmes, des dynamiques, des intérêts divergents. La théorie d'une société secrète offre au contraire une narration claire, un groupe identifié, une intention unifiée, une direction cachée. Elle simplifie l'incertitude. Notre chercheur observe un mécanisme cognitif récurrent, la recherche de causalité intentionnelle. Nous avons tendance à attribuer les événements majeurs à des volontés conscientes plutôt qu'à des interactions systémiques. Plus un événement est spectaculaire, plus nous cherchons une cause proportionnellement puissante. Ainsi, une crise mondiale paraît difficilement explicable par la somme de décisions individuelles imparfaites. L'idée d'un cercle coordonné paraît plus cohérente émotionnellement. Un autre élément attire l'attention de notre enquêteur, le besoin d'appartenance. Les communautés fondées sur la croyance en une vérité cachée offrent un sentiment de cohésion. Croire que l'on a accès à une information que d'autres ignorent crée une identité valorisante. Le secret ne protège plus seulement une organisation, il définit un groupe de croyants. Notre chercheur comprend également que la défiance envers les institutions joue un rôle déterminant. Lorsque la confiance dans les gouvernements, les médias ou les grandes entreprises diminue, la probabilité d'adhésion à des récits alternatifs augmente. Mais il prend soin de distinguer méfiance légitime et suspicion totalisante. Il est rationnel d'exiger de la transparence. Il est sain de questionner le pouvoir. Toutefois, transformer chaque zone d'ombre en preuve d'un complot universel revient à franchir un seuil narratif. Le fil rouge de notre exploration devient introspectif. Les sociétés secrètes ne sont plus seulement des entités historiques ou des constructions culturelles. Elles deviennent des miroirs de nos angoisses collectives. Notre chercheur médite longuement sur ce paradoxe.
Imaginer qu'un groupe dirige le monde peut paradoxalement rassurer. Si quelqu'un contrôle, alors le chaos est organisé. L'absence totale de pilote serait plus effrayante encore. Mais cette explication a un coût. Elle réduit la complexité du réel à une intention unique. Elle transforme les systèmes en scénarios. Notre enquêteur ne cherche pas à nier l'existence de secrets réels, ni l'influence des élites. Il cherche à comprendre pourquoi la narration d'une société secrète omnipotente possède une telle force d'attraction. À mesure qu'il avance, une nouvelle question surgit. Si certaines dérives ont effectivement été dissimulées dans l'histoire, si des abus ont été révélés tardivement, comment distinguer lanceurs d'alerte crédibles et récits conspirationnistes? C'est vers cette frontière délicate que notre enquête doit désormais se diriger. Témoins, lanceurs d'alerte et ambiguïté du silence. À ce stade de son investigation, notre chercheur ressent le besoin d'aborder une zone grise. Car jusqu'ici, il a distingué les sociétés secrètes mythifiées des réseaux d'influence réels, les fantasmes globaux des structures institutionnelles identifiables. Mais une question demeure sensible. Que faire lorsque le secret dissimule effectivement des abus? L'histoire contemporaine montre que certains programmes étatiques ou certaines décisions politiques ont été tenus secrets pendant des années avant d'être révélés. Des documents classifiés ont été rendus publics après des décennies. Des lanceurs d'alerte ont exposé des pratiques controversées. Ces révélations ont parfois confirmé que le secret pouvait servir à masquer des actions moralement discutables ou juridiquement contestables. Notre chercheur analyse ces cas avec précision. Il observe qu'ils concernent des institutions réelles, identifiables, dotées d'une responsabilité juridique. Les révélations s'appuient sur des documents, des témoignages vérifiables, des enquêtes journalistiques rigoureuses. Ce ne sont pas des récits diffus, mais des faits étayés. Cependant, l'effet psychologique produit dépasse souvent le cadre des faits eux-mêmes. Lorsqu'un scandale éclate et qu'il apparaît qu'une information a été dissimulée, la confiance s'érode au-delà du cas particulier. Une suspicion généralisée peut s'installer. Le fil rouge de notre enquête se resserre ici. Les révélations légitimes deviennent parfois le terreau sur lequel prospèrent des théories beaucoup plus vastes, sans preuves comparables. Si une institution a caché un programme précis, certains en concluent qu'un réseau invisible orchestre l'ensemble des événements mondiaux. Notre chercheur comprend la tentation. Le silence officiel peut être interprété comme une confirmation implicite. L'absence de réponse nourrit l'imagination. Mais il distingue soigneusement deux réalités. D'un côté, il existe des secrets institutionnels qui peuvent être révélés par des procédures légales, des commissions d'enquête, des décisions judiciaires. De l'autre, il existe des récits qui ne produisent jamais de preuves vérifiables, mais s'adaptent en permanence pour intégrer chaque nouvel événement. L'ambiguïté naît précisément dans cet espace intermédiaire. Notre chercheur observe que le lanceur d'alerte crédible accepte la confrontation aux faits. Ces révélations peuvent être examinées, corroborées ou contestées sur la base d'éléments tangibles. En revanche, le récit conspirationniste tend à se renforcer face à la contradiction. Toute réfutation devient, dans cette logique, une preuve supplémentaire de dissimulation. Ce mécanisme crée un cercle difficile à briser. Il médite également sur le courage individuel. Certains témoins ont effectivement pris des risques personnels pour révéler des abus. Leur action n'implique pas l'existence d'une société secrète mondiale. Elle révèle plutôt les tensions internes aux institutions humaines, où le secret peut être utilisé de manière excessive. Le secret, dans ces cas, n'est pas mythique. Il est administratif, stratégique, parfois abusif. Mais il demeure inscrit dans des structures identifiables. Notre chercheur comprend que la confusion entre ces deux dimensions, secret institutionnel et conspiration globale, constitue l'un des points les plus délicats de notre époque. Plus l'accès à l'information augmente, plus la suspicion se diffuse. Il ressent que son enquête approche d'un tournant, car au-delà des révélations, des scandales et des archives, il existe une dimension plus culturelle encore, la manière dont le secret est mis en scène dans l'imaginaire collectif. Les films, les romans, les séries ont façonné notre vision des sociétés secrètes autant que les faits historiques. Et c'est vers cette scène culturelle
que notre regard doit maintenant se tourner. L'esthétique du secret dans la culture populaire, cinéma, littérature et imaginaire mondial. En poursuivant son exploration, notre chercheur réalise que l'influence des sociétés secrètes ne se mesure pas uniquement à l'aune des archives historiques ou des documents déclassifiés. Elle se mesure aussi à travers les images, les récits, les symboles qui circulent dans la culture populaire. Car si les faits alimentent les débats, ce sont souvent les œuvres de fiction qui fixent durablement les représentations collectives. Depuis le XXe siècle, le cinéma et la littérature ont multiplié les histoires de confréries cachées, de rituels nocturnes, de symboles anciens dissimulés dans l'architecture des grandes capitales. Ces récits mettent en scène des héros découvrant progressivement l'existence d'un réseau invisible influençant les décisions mondiales. Le spectateur est invité à partager la révélation. Notre chercheur observe que cette structure narrative est extrêmement efficace. Elle repose sur une progression dramatique, un indice, puis un autre, puis une découverte bouleversante. Le secret devient moteur de suspense. Dans ces œuvres, les sociétés secrètes sont souvent représentées comme cohérentes, organisées, unifiées par une volonté commune. Cette cohérence dramatique contraste avec la complexité fragmentée du réel. Dans la fiction, le monde possède un centre caché. Dans la réalité, le pouvoir est diffus, distribué, souvent conflictuel. Le fil rouge de notre enquête s'éclaire d'une nouvelle lumière. Les sociétés secrètes ne survivent pas seulement grâce aux théories du complot. Elles prospèrent aussi parce qu'elles constituent un formidable outil narratif. Le secret permet de structurer une intrigue. Il justifie les retournements, les trahisons, les révélations spectaculaires. Il crée une tension entre ce qui est visible et ce qui est dissimulé. Cette tension captive. Notre chercheur remarque également que les symboles jouent un rôle central. L'œil omniscient, la pyramide, les rites anciens, les serments murmurés à la lueur des bougies. Ces images frappent l'imaginaire et s'impriment durablement dans la mémoire collective. Même lorsqu'elles sont utilisées dans un cadre purement fictif, elles influencent la perception du réel. À l'ère numérique, ces représentations circulent encore plus largement. Des extraits de films, des citations de romans, des montages visuels sont partagés en ligne comme s'ils constituaient des preuves historiques. La frontière entre fiction et réalité peut devenir floue pour certains publics. Notre chercheur comprend que la culture populaire n'invente pas entièrement le mythe des sociétés secrètes. Elle s'appuie sur des éléments historiques existants. Mais elle les amplifie, les dramatise, les simplifie pour les besoins du récit. Ce processus a une conséquence profonde. Même lorsqu'aucune preuve ne confirme l'existence d'un directoire mondial occulte, l'idée demeure plausible dans l'esprit de ceux qui ont été exposés à ces représentations répétées. Ils méditent sur une question essentielle. Si l'imaginaire collectif est façonné pendant des décennies par des récits où un cercle caché contrôle les événements, comment ne pas voir cette structure narrative se superposer aux crises réelles? Le secret devient alors une lentille à travers laquelle le monde est interprété. Notre chercheur ne condamne pas la fiction. Il reconnaît sa puissance créative, sa capacité à interroger le pouvoir, à stimuler l'esprit critique. Mais il souligne la nécessité de distinguer la dramaturgie de l'histoire documentée. À mesure que son enquête touche à son terme, une réflexion s'impose. Peut-être que la véritable influence des sociétés secrètes ne réside pas dans un contrôle caché des institutions, mais dans leur pouvoir symbolique. Et c'est vers cette synthèse finale que notre exploration doit désormais se diriger. Influence cachée ou miroir de nos angoisses? Synthèse d'une enquête. Notre chercheur arrive au terme de son parcours avec un sentiment étrange. Il a traversé les siècles, consulté des archives, étudié des organisations bien réelles, démonté des supercheries, observé la mécanique psychologique du soupçon et analysé l'impact de la culture populaire. Pourtant, la question initiale demeure suspendue. Les sociétés secrètes gouvernent-elles réellement le monde dans l'ombre, ou sommes-nous face à une construction collective alimentée par nos propres inquiétudes? En revenant aux premières étapes de son enquête, il se souvient des confréries antiques. Là, le secret protégeait une expérience sacrée. Il se rappelle des Templiers, dont la chute brutale a donné naissance à des siècles de légendes.
Il repense à la franc-maçonnerie, organisation initiatique réelle dont la discrétion rituelle a nourri les spéculations. Il revisite les Illuminati de Bavière, cercle intellectuel dissous rapidement, mais devenu symbole universel du complot global. Il considère les sociétés ésotériques du XIXe siècle qui cherchaient davantage un sens spirituel qu'un contrôle politique. Il a observé Skull and Bones, club élitiste dont l'existence publique contraste avec l'ampleur des fantasmes qui l'entourent. Il a analysé le cas du prieuré de Sion, exemple frappant d'un mythe fabriqué ayant produit un impact culturel bien réel. Il a étudié la structuration des théories du complot au XXe siècle, amplifiées par les guerres et la méfiance géopolitique. Il a distingué le secret institutionnel des services de renseignement de l'idée d'un directoire occulte mondial. Il a examiné les révélations de lanceurs d'alerte et compris comment des abus réels peuvent alimenter des généralisations excessives. Il a constaté enfin que le cinéma et la littérature ont donné au secret une esthétique irrésistible. À travers tout cela, un constat s'impose avec clarté. Les sociétés secrètes existent. Elles ont existé. Elles ont parfois joué un rôle dans des contextes précis. Mais aucune preuve solide ne démontre l'existence d'une organisation unique, continue, omnipotente, orchestrant les événements mondiaux à travers les siècles. Ce qui existe avec certitude, en revanche, c'est le besoin humain d'interprétation. Notre chercheur comprend que le monde contemporain est d'une complexité vertigineuse. Les décisions économiques émergent d'interactions globales. Les crises naissent d'enchaînements multiples. Les systèmes politiques sont traversés de tensions internes et de rivalités internationales. Face à cette complexité, l'idée d'un centre caché simplifie. Elle transforme le désordre en stratégie. Elle remplace l'incertitude par une intention. Mais cette simplification comporte un risque. Elle peut détourner l'attention des mécanismes réels de pouvoir, des responsabilités identifiables, des dynamiques structurelles vérifiables. En attribuant tout à une société secrète mythique, on peut négliger l'analyse concrète des institutions visibles. Le fil rouge de cette exploration révèle une vérité plus subtile. Les sociétés secrètes, qu'elles soient historiques ou imaginaires, agissent comme des miroirs. Elles reflètent les peurs de leur époque. Dans l'Antiquité, la crainte du sacrilège. Au Moyen-Âge, la peur de l'hérésie. À l'ère moderne, l'angoisse face aux élites et aux réseaux d'influence. À l'époque numérique, l'inquiétude face à la perte de contrôle dans un monde interconnecté. Notre chercheur ne conclut ni par une affirmation rassurante, ni par une révélation spectaculaire. Il conclut par une invitation à la vigilance critique. Oui, il faut questionner le pouvoir. Oui, il faut exiger de la transparence. Mais il faut aussi distinguer le secret documenté du récit totalisant. Car peut-être que la véritable force des sociétés secrètes ne réside pas dans leur capacité à gouverner le monde, mais dans leur capacité à captiver notre imagination. Et c'est dans cette tension entre réalité et mythe que notre exploration trouve son équilibre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous intrigue réellement. Peut-être avez-vous changé d'avis en cours de route. Peut-être que certaines idées vous ont conforté ou au contraire bousculé. C'est précisément l'objectif de ce type d'enquête. Ouvrir un espace de réflexion sans céder ni au sensationnalisme, ni au déni. Les sociétés secrètes continueront d'exister sous différentes formes. Certaines seront des cercles initiatiques traditionnels. D'autres seront de simples réseaux d'influence. Et certaines ne vivront que dans l'imaginaire collectif. La question essentielle reste donc entre vos mains. Comment distinguer vigilance critique et méfiance excessive? Je vous invite à partager votre point de vue en commentaire. Pensez-vous que l'influence cachée joue un rôle déterminant dans les grandes décisions mondiales ou que nous surestimons le pouvoir des structures invisibles? Si cette vidéo vous a apporté matière à réflexion, n'oubliez pas de la soutenir par un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine exploration. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des zones d'ombre de notre histoire. Notre chercheur ne conclut ni par une affirmation rassurante, ni par une révélation spectaculaire. Il conclut par une invitation à la vigilance critique. Oui, il faut questionner le pouvoir. Oui, il faut exiger de la transparence.
Mais il faut aussi distinguer le secret documenté du récit totalisant. Car peut-être que la véritable force des sociétés secrètes ne réside pas dans leur capacité à gouverner le monde, mais dans leur capacité à captiver notre imagination. Et c'est dans cette tension entre réalité et mythe que notre exploration trouve son équilibre.